2 ans après son élection en octobre 2022, la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, a mis l'Italie face à une série d'initiatives qui bafouent les principes fondamentaux de l'état de droit. Oggi, a 2 anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata, ma penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi 2 anni abbiamo raggiunto per l'Italia. Loi contre les militants écologistes, poursuites judiciaires contre des intellectuels, réforme constitutionnelle, pression sur la presse nationale. Le gouvernement met en œuvre une série de réformes qui centralisent le pouvoir et limitent l'opposition. Dans ses focus à plusieurs voix, Blast fait le bilan des méthodes de la politique de ces gouvernements, souvent qualifiées d'illibérales, laboratoire stratégique de l'extrême droite, utile à la lecture de la politique française et, plus largement, européenne. Que se passe-t-il de l'autre côté des Alpes? Quelles sont les mesures phares approuvées par Madame Meloni au cours de ces 2 dernières années? Et qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur la France et l'Europe? Les réponses tout de suite sur Blast. Je m'appelle Sylvain, j'ai 32 ans et donc ça fait 4 ans environ que je suis activiste au sein d'Extinction Rebellion à Turin. Le DDL 1660, c'est un projet de loi qui est actuellement débattu au Sénat en Italie et qui prévoit la modification d'articles existants du Code pénal. Alors c'est un projet de loi qui se place dans la continuité d'autres lois sécurité qui ont été adoptées en Italie par les gouvernements de centre droit et de centre gauche depuis environ 25 ans, depuis les années 2000, et qui pas à pas, sous couvert d'augmenter la sécurité, de lutter contre l'insécurité, ont restreint les libertés individuelles et ont augmenté les peines encourues pour certains délits. Donc ce DDL, j'ai dit, s'inscrit dans une continuité, mais fait quand même un grand bond en avant, si on peut parler comme ça. D'un côté, il va renforcer les droits des forces de l'ordre. Et de l'autre, il va diminuer les droits du reste de la population et surtout des plus défavorisés. Le DDL cible clairement certaines catégories de population, comme les étrangers en situation irrégulière, les détenus, les personnes qui n'ont pas les moyens de payer un loyer, on va dire un logement qui soit digne et adapté à leurs besoins, les syndicats de travailleurs et en général toutes les personnes qui protestent, qui manifestent, qui expriment leur désaccord avec la politique. Il va créer 2 nouveaux délits et 2 nouvelles circonstances aggravantes qui vont venir alourdir les peines encourues. En Italie, les gens parlent de création d'un droit de l'ennemi qui va s'appliquer aux personnes ciblées par le gouvernement. Et l'autre côté de ce projet de loi, c'est de créer un droit de l'ami. Donc, ça va créer un espèce de régime spécial pour les forces de l'ordre. Les peines encourues pour qui provoquent des blessures à les agents seront augmentées. Un autre exemple assez significatif, c'est que les policiers, que ce soit la police nationale, la police municipale, il y a beaucoup de polices municipales en Italie qui sont armées, ces policiers pourront porter une arme autre que celle de leur arme de service, hors de leur service, et ce, sans avoir de permis de port d'armes. Donc on va avoir du jour au lendemain 300 000 personnes qui vont être autorisées à se balader dans la rue avec une arme. En gros, on crée une caste privilégiée avec des droits spéciaux et avec une protection. Et dans le même temps, on cible certaines catégories de citoyens. Alors, je dis, on cible certaines catégories de citoyens parce que on voit que ce DDL, c'est pas une augmentation générale de la sévérité de la justice. Mais ce qui est fait avec ce DDL, c'est on va réprimer de manière exagérée certains faits, certains délits qui sont choisis en fonction des catégories de personnes qui commettent ces faits. Donc, les syndicats, les détenus, les migrants, les personnes pauvres, les personnes marginalisées et les activistes. Donc voilà, ça s'inscrit dans la propagande populiste du gouvernement de Giorgia Meloni qui
essaie de faire porter la responsabilité des crises actuelles aux personnes les plus marginalisées et à ceux et celles qui se battent contre les causes de ces crises. Il y a plusieurs mesures dans ce projet de loi qui ciblent clairement les activistes. Premier exemple, c'est l'entrave à la circulation qui, jusqu'à aujourd'hui, concerne uniquement le fait de bloquer la rue avec un objet. S'appliquera aussi lorsque il n'y a pas d'objet, lorsqu'on va bloquer avec notre propre corps. Donc aujourd'hui, si je bloque une rue, je vais encourir une amende. Ça va être je vais encourir une amende. Demain, avec le DDL, je vais risquer jusqu'à 1 mois de prison ferme si je bloque une rue tout seul. Et si nous sommes plusieurs à le faire en même temps, nous allons risquer jusqu'à 2 ans de prison ferme. Autre exemple, ça va être endommager ou salir des biens publics ou des édifices publics dans le but d'atteindre à leur honneur, c'est écrit comme ça dans la loi, hein, dans le but d'atteindre à leur honneur ou à leur prestige, ce sera une circonstance aggravante pour ce délit d'endommagement ou de salissure. C'est clairement la pénalisation de la pensée politique. Un autre exemple qui touche vraiment les mouvements activistes, c'est que les violences ou les menaces qui peuvent être faites en marge de manifestations contre des grands chantiers inutiles, contre des infrastructures dites stratégiques, seront punies beaucoup plus sévèrement que les mêmes actes, les mêmes faits réalisés dans d'autres circonstances. Donc là, clairement, c'est les mouvements, par exemple, Notav, qui se bat contre la ligne grande vitesse Lyon-Turin, ou No Ponte, qui se bat contre le projet de pont sur le détroit de Messine, qui sont visés. Dernier exemple que je prendrai, et qui est aussi un exemple d'extension d'application de mesures existantes, ce que je disais précédemment, c'est l'exemple du DASPO. Donc le DASPO, c'est l'équivalent de l'interdiction de stade en France, et ça a été créé en Italie pour les mêmes raisons, pour interdire d'accès aux supporters violents les enceintes sportives. Avec le DDL 1660, il y a un ultérieur élargissement de l'application du DASPO. Donc un préfet, sans contrôle préalable d'un juge, va pouvoir appliquer un DASPO à une personne qui est simplement en l'attente d'un procès. Donc qui est présumée innocente, mais qui va pouvoir faire un DASPO, donc soit empêcher l'accès à certains lieux publics. Donc là, clairement, on peut penser que ce sera utilisé pour empêcher la présence à, par exemple, des manifestations pacifiques et autorisées. Une marche pour le climat. On va empêcher l'accès aux marches pour le climat à certains militants écologistes qui sont dans l'attente de procès, par exemple, pour salissure sur un édifice public. Les buts recherchés, c'est clairement de faire peur aux activistes présents et de faire peur aux personnes qui peut-être se disent j'aimerais bien faire quelque chose, mais qui vont peut-être y réfléchir à 2 fois. Enfin, le but, c'est de faire ça en tout cas. Il y a régulièrement des manifestations qui sont faites contre ce projet de loi. Il y a un réseau qui s'est créé il y a quelques mois qui regroupe plusieurs dizaines de mouvements, de syndicats, d'associations et qui organise tout plein d'événements, d'actions et de manifestations à l'échelle locale et nationale. Concernant Extinction Rebellion, donc qui fait partie du réseau dont je viens de parler, à Rome, nous avons fait à la mi-novembre une action qui avait pour mot d'ordre sécurité, mais pour qui? L'idée c'était de mettre un peu face à face le DDL qui est proposé par le gouvernement et la réalité des effets de la crise climatique que l'on voit aujourd'hui sur le sol italien. Je m'appelle Ludmila Accone, je suis historienne, spécialiste de l'Italie, j'enseigne et je suis italienne et française. Voilà.
Alors, cette réforme consiste en d'abord une élection directe du président du Conseil, et aussi c'est une élection qui a cette caractéristique de donner immédiatement un prix de majorité très important au Premier ministre, enfin au président du Conseil, ce qui lui assure une majorité dans les deux chambres. Cette réforme, c'est peut-être une adaptation à ce que Giorgia Meloni voulait faire dès le départ, c'est-à-dire une élection directe éventuellement du président de la République. Mais cette réforme, avec l'élection directe du président du Conseil, enlève beaucoup de pouvoir, effectivement, au président de la République, qui jusqu'à présent était également le garant de la Constitution. Cette réforme, elle vient d'une tendance, alors ça a commencé déjà vers 2001, une volonté de différentes forces politiques, et pas seulement italiennes, de renforcer et de centraliser le pouvoir politique en Italie, avec l'idée que finalement les gouvernements italiens étaient instable tendanciellement, et que finalement trop de décentralisation et trop de participation pouvaient nuire au fonctionnement de l'État. Si tratta ovviamente della riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del capo del governo, quindi il Presidente del Consiglio dei Ministri, garantire il diritto dei cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo sostanzialmente fine alla stagione dei ribaltoni, alla stagione dei giochi di palazzo, alla stagione del trasformismo, delle maggioranze arcobaleno et des governi tecnici. Ça, c'est quelque chose qui court dans beaucoup de pays, cette idée. En réalité, les chutes de gouvernements qui ont été très fréquentes à certains moments en Italie étaient, à mon sens, plutôt dues à des différences politiques, ou en tout cas des différences et des inégalités aussi au sein du territoire. Il s'agit de réalités politiques. Est-ce qu'on peut les réduire à une question de fonctionnement institutionnel ? C'est une question à creuser. En tout état de cause, l'idée mère, c'est stabilité, stabilité, stabilité. Quelle stabilité pouvons-nous nous demander ? Il y a des principes généraux de la Constitution italienne. C'est une république qui naît de la résistance, avec en son sein une très forte composante de antifascisme. Ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, a été rappelé à plusieurs reprises par l'actuel président de la République, Sergio Mattarella. Il est évident qu'en affaiblissant le pouvoir du président de la République, la question de la garantie constitutionnelle vient un peu à manquer. È una Costituzione antifascista che si fonda sulla lotta di liberazione, che si fonda sulla lotta di liberazione, matrice di libertà e democrazia. Je rappelle que la République italienne actuelle est née de la résistance, a donc une contenu social, démocratique, participatif très important, issu bien sûr de la chute du fascisme, et donc avec une volonté vraiment de rendre le pays partie prenante des décisions, de donner une grande force au Parlement, République parlementaire, au débat, à la discussion et au partage. À l'heure actuelle, on peut se demander si effectivement non seulement ces réformes-là, mais aussi le contenu de la majorité mélonienne vont dans ce même sens. La majorité mélonienne, elle a déjà mis en avant un certain nombre d'entorses, ou en tout cas de déviations par rapport à l'esprit général de la Constitution. Ce n'est pas nouveau, mais on peut dire qu'effectivement, d'un point de vue du contenu démocratique et antifasciste, on a quelques questions à se poser. Cette réforme a été initiée telle qu'elle en 2023 avec un Conseil des ministres. Ensuite, elle est passée au Sénat. Donc, elle a eu la majorité. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'elle doit passer
à la Chambre des députés et être examinée par des commissions parlementaires qui peuvent aussi la modifier. Il faut pas oublier qu'il s'agit d'une réforme de la Constitution. Donc on va toucher à quelque chose qui a un caractère sacré en Italie, et notamment depuis la libération. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Alors la République italienne, jusqu'à présent, c'est une république parlementaire. C'est le Parlement qui a le pouvoir le plus important. C'est quelque chose qui a été fait à dessein, justement, après la libération, pour donner plus de démocratie au pays. Actuellement, il s'agirait effectivement de quelque chose qui voudrait renforcer l'exécutif et donner une verticalité dans le sens que l'élection directe à suffrage universel donne effectivement un pouvoir exorbitant au président du Conseil, la présidente dans ce cas-là, même si Giorgia Meloni s'obstine à vouloir se faire appeler président, et avec en plus une prime de majorité de 55% qui va permettre justement au président du Conseil d'avoir une majorité acquise. Donc là, évidemment, tout ce qui concerne la tendance et l'habitude en Italie au débat, à la concertation, à la discussion, vient un petit peu à manquer. D'autre part, la volonté de stabiliser, elle est aussi à comprendre dans le sens où c'est un pays où il y a beaucoup de débats, de contestations et de contre-pouvoirs malgré tout. Et ces contre-pouvoirs risquent justement d'être très affaiblis par cette réforme. Alors, si nous comparons cette réforme à des systèmes comme le système français ou américain, où il y a une situation de présidentialisme, mais qui n'est pas exactement la même, on pourrait imaginer que finalement, le renforcement de l'exécutif serait quelque chose d'assez normal, si on peut dire. Le fait que ce gouvernement ait une caractérisation assez poussé sur des thèmes très conservateurs et que ce gouvernement tend à s'allier avec des forces politiques européennes et non seulement européennes qui sont pour le moins plus que conservatrices, si ce n'est pas très à droite, a fait que certains y voient une opportunité de stabiliser, voire d'uniformiser l'Italie sur, disons, comme cela s'est fait dans plusieurs pays dans le monde, en considérant que finalement le renforcement de l'exécutif confère une stabilité, mais la stabilité pour quoi faire ? Ou alors, certains considèrent que cette réforme, les oppositions en particulier, parlent de social-fascisme. Je suis Martina Castigliani et je travaille pour Il Fatto Quotidiano, un journal italien. Et on peut dire qu'en Italie, la liberté de presse est sous attaque, mais il faut pas oublier que c'est une dégradation qui est continue et constante, que ça vient depuis loin, depuis au moins les gouvernements Berlusconi, je dirais. Donc maintenant, après tellement des années d'attaques, on voit que le tableau est assez inquiétant. En mai dernier, on a eu un rapport des Reporters sans frontières dans lequel on a vu que l'Italie a perdu 5 places dans la classification générale. Et maintenant, on est dans une situation problématique avec États comme la Pologne, par exemple. Et ça, c'est pour plusieurs raisons qui vont de la gouvernance de la chaîne publique, la RAI, qui est pas transparente et qui est contrôlée par la politique, les essais par un parlementaire, un député de la majorité qui a essayé d'acheter une agence de presse. Une agence de presse ne doit pas prendre parti pour tel ou tel camp. Son rôle est de livrer des informations indépendantes à d'autres médias. Il faut citer aussi qu'on a des rapports qui concernent, par exemple, les médias Freedom Rapid Response, qui l'été dernier a fait un rapport qui parle d'une augmentation des attaques contre les journalistes depuis que le gouvernement Meloni est en charge, donc que Meloni a été élu. En plus, on vient d'avoir un rapport de la Coalition Against Slaps in Europe qui dit que l'Italie est la pire en Europe pour ce qui concerne les poursuites vexatoires contre les journalistes et les activistes. Pour ce qui concerne les attaques aux journalistes, moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment une attaque contre un journaliste seulement, mais c'est en général contre des médias qui font des enquêtes sur les gouvernements, sur les ministres, une habitude
habitudes qui viennent de loin. On a vu ça avec le gouvernement Berlusconi, par exemple, mais là, on les voit toujours. Par exemple, les cas plus connus, je pense aussi à l'étranger, a été lesquels de l'écrivain et journaliste Roberto Saviano, qui a été condamné par diffamation après que Giorgia Meloni lui allait dénoncer pour diffamation. L'atto di portare un intellettuale, uno scrittore, un giornalista a giudizio è completamente insolito per un Presidente del Consiglio, ma l'obiettivo di questo governo, che si muove sempre di più in direzione autoritaria, è proprio quello di intimidire. Après, il y a eu des attaques des journaux, par exemple Mon Journal, Il Fatto Quotidiano, les journaux Domani, Fanpage, pour des enquêtes qui ont été faites sur le gouvernement. C'est important aussi les attaques reçues, toujours par Report, que c'est la chaîne les programmes télévisés qui est sur la chaîne publique. Je dirais que c'est plutôt un climat général dans lequel les journalistes travaillent, mais après, il y a les gouvernements, les ministres qui sont très polémiques sur ce qu'ils ont fait les journalistes. Et, par exemple, l'été dernier, le chef de l'État, Sergio Mattarella, a fait un message très important, dans lequel il a dit que quand on fait des attaques aux journalistes, on est en train d'attaquer la Constitution. Per citare ancora una volta Tocqueville, democrazia è un potere di un popolo informato. Ecco perché ogni atto rivolto contro la libera informazione, ogni sua riduzione a fake news è un atto eversivo rivolto contro la Repubblica. Télémélanie, c'est la définition utilisée par les oppositions pour parler de la situation actuelle de la chaîne publique, la RAI, dans laquelle on voit une occupation par les gouvernements et par les politiciens qui sont dans la majorité dans ce moment dans les parlements. Il faut dire, c'est que c'est très important en Italie, c'est qu'en 2015, on a eu une loi qui a été faite par la gauche, par le gouvernement Matteo Renzi, qui a décidé que la gouvernance de la chaîne publique soit en partie élu par le Parlement, en partie nommé par le gouvernement directement. Le résultat, c'est qu'on a une chaîne publique qui, comme d'habitude, après les élections, est occupée par les partis de la majorité. Et donc, c'est très, très politisé. Dans les derniers mois, comme on voit beaucoup d'observateurs étrangers, comme les Media Freedom Rapid Response a noté dans les derniers rapports, il y a une très, très grande autocensure, parce que du moment qui a été changé la politique et la majorité, il y a beaucoup de journalistes qui même ont peur de faire des choses qui sont contre le gouvernement, qui ne veulent pas les faire parce qu'ils savent que leur carrière va changer d'un coup. Donc ça, c'est très très intéressant ce qui est en train de se passer. Mais c'est un problème qui vient de loin et qu'il faut les changer au niveau des lois. Le problème, c'est que les lois doivent être changées par les politiciens qui ne veulent pas les faire. On a des lois qui ont été approuvées qui nous concernent beaucoup. La première loi, c'est la loi qu'on appelle loi Bayon, parce que c'est une loi voulue par le gouvernement qui interdit la publication des ordonnances de détention provisoire. Et donc ça, c'est très concernant pour les journalistes qui s'occupent des matières judiciaires, qui s'occupent des processus, parce que ça veut dire qu'on peut pas donner beaucoup plus d'informations sur les raisons pour lesquelles les gens sont, par exemple, arrêtés. Et donc c'est vraiment une loi Bayon. Par exemple, Mon Journal a décidé qu'on va les publier quand même, et donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est vraiment une chose qui nous crée beaucoup de problèmes en tant que journaliste. En plus, on a une autre situation qui c'est une loi qui n'a pas été faite pour le moment, mais c'est une situation qu'on a déjà. Par exemple, l'Italie, dans tous les rapports sur la liberté de presse, les observateurs internationaux sont inquiétés par le fait qu'en Italie, dans la condamne pour diffamation, les journalistes, dans des cas exceptionnels, risquent la prison. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer, même si on est très inquiété si cette loi va dans le Parlement pour être changée, parce que dans le Parlement, avec cette majorité, il y a des propositions pour durcir cette loi. Donc, peut-être c'est mieux qu'ils ne vont pas la toucher, mais en même temps, on a toujours les risques d'aller aux prisons dans des cas exceptionnels. Il mio nome è Luciano Canfora e lavoro come ricercatore, studioso da molti anni, avendone 82 e avendo incominciato quando ne avevo 16, quindi è passato un bel po' di tempo.
mi occupo di storia, anche soprattutto antica, ma non soltanto. Ho insegnato per molto tempo all'università qui a Bari. Mi è capitato di essere raggiunto da una querela non del Presidente del Consiglio, ma dell'onorevole Meloni, nel senso che quando è avvenuto ciò la persona in questione non era Presidente del Consiglio. E l'origine di questa iniziativa giudiziaria è piuttosto banale, e cioè il fatto che nel corso di una breve conferenza, lezione, non so come chiamarla, presso un istituto scolastico, ma in collegamento con un mondo esterno, a cura della scuola medesima, che aveva preso l'iniziativa di ciò, ho raccontato in maniera più possibile breve e spero veridica gli antefatti della guerra in Ucraina, nel raccontare dal mio punto di vista gli atteggiamenti dei vari partiti italiani di fronte alla guerra, atteggiamenti, devo dire, in realtà tutti discutibili a mio avviso, da un punto all'altro dello schieramento, direi non si salva nessuno. Mi colpiva, perciò mi occupai per 3-4 frasi dell'allora onorevole Meloni, lanciai l'ipotesi che la cultura pregressa, diciamo quello che ho chiamato l'animo dell'onorevole, potesse aver avuto un'influenza, cioè le sue simpatie all'ultradestra manifestatesi nel corso del tempo. Anche la terribilissima e sempre insultata, poveretta, leader di quel partito di destra che si chiama Fratelli d'Italia, essendo neonazista nell'animo. Questa è parsa una ragione di indignazione o comunque di reazione polemica, di qui la querela. È un caso sia giudiziario che sia politico. Giudiziario perché è approdato in tribunale con un rinvio a giudizio. Politico perché Canfora ha espresso una critica politica a un personaggio politico che era un leader di partito una leader di partito quando è avvenuto il fatto, e adesso è addirittura Presidente del Consiglio. Le due cose stanno insieme. Lo svolgimento di questa querela mi pare ormai noto fin troppo, perché dopo un rinvio a giudizio c'è stato il rinvio della querela medesima e la cosa è finita lì. Io vi dico la mia opinione, glielo dico anche scritta, cioè io non sono d'accordo con la frase che lei aveva pronunciato, ma trovo non accettabile che un Presidente del Consiglio, nel momento in cui assume appunto un politico, nel momento in cui assume una veste istituzionale, la prima cosa che deve fare è rimettere tutte le querele, perché è talmente sproporzionato il rapporto fra il Presidente, cioè mi chiedo anche un giudice, no, che deve giudicare. Motivi di preoccupazione sul terreno politico ce ne sono sempre stati, perlomeno in Italia, dal dopoguerra in avanti, in concomitanza con l'esplosione della guerra fredda. Quando io ero uno studente liceale, quindi qualche anno fa, eravamo nel pieno degli anni 50, nell'albo del liceo fu affisso l'elenco dei giornali e riviste che non si possono leggere, che è vietato leggere, c'era l'Espresso addirittura, e poi naturalmente l'Unità, l'Avanti, Rinascita, eccetera, eccetera. Questo mi parve allora, mi pare tuttora, un segno di grave intolleranza rispetto al quale preoccuparsi. Perciò non mi fa molta impressione il fatto che oggi ancora una volta tornino comportamenti definibili come intolleranza.